Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session consacrée au container. Mon nom est Frédéric Méderi, je suis Solution Architect basé à Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de comment améliorer la sécurité de votre cluster Amazon EKS grâce au groupe de sécurité par pod. On va commencer d'abord par une mise en contexte au niveau de la sécurité. On va aussi parler de pourquoi cette fonctionnalité est importante pour nos clients. Comment est-ce que AWS l'a implémenté au niveau de Amazon EKS. Et on va terminer par une démonstration. Quand on parle de sécurité informatique, on parle souvent de ce qu'on appelle la défense en profondeur. Et souvent, cette défense en profondeur peut être vue à 4 niveaux. Le côté physique, donc nos centres de données, la conformité et la validation par les tiers, la réseautique, les VPC, les NACLs, les sous-réseaux. Ensuite, on a la sécurisation du système d'exploitation. Et on a aussi la protection de la donnée, souvent par de l'encryption. Il faut savoir que la plateforme EKS est bien intégrée avec les autres services de sécurité d'Amazon, comme par exemple Identity Access Manager, pour authentifier et autoriser l'accès à EKS, mais aussi à l'accès à des pods spécifiques à l'API d'AWS. Bien sûr, au niveau du VPC, on a le AWS CNI. On a aussi également KMS, qui va nous permettre d'encrypter l'enveloppe des secrets de Kubernetes. Au niveau du monitoring et du logging, les logs peuvent être intégrés directement au niveau de CloudWatch. Et si on veut, on a un système d'exploitation spécifique maintenant, créé pour rouler de containers, qui s'appelle BottleRocket, pour faciliter de nouveau la sécurisation du système d'exploitation. Bien sûr, quand on parle de groupe de sécurité, on focus vraiment sur la partie réseautique. Et quand on parle de réseau, on parle de segmentation, et bien sûr, ce n'est pas un concept nouveau pour nos clients. Je vais prendre par exemple, on a 2 machines EC2 et on a seulement besoin qu'une de ces machines se connecte à RDS. Donc, on va créer 2 groupes de sécurité et on va seulement permettre à un de ces groupes de sécurité de connecter à la base de données, au groupe de sécurité de la base de données. Donc, seul le Security Group 1 va être capable de connecter à RDS. Ce qui est intéressant également avec les groupes de sécurité, c'est que c'est un concept qui est utilisé et connu depuis très longtemps par l'ensemble des acteurs au niveau de l'entreprise, que ce soit les gens d'opération, de développement et de sécurité. Donc c'est un concept qui est très très bien connu. Quand on parle de segmentation, ou plutôt de micro-segmentation au niveau du réseau, au niveau du container, c'est un peu différent. Donc on va créer par exemple un cluster Kubernetes qui veut connecter à la même base de données RDS. On va créer ce qu'on appelle un node group. Dans ce node group, on va avoir un ou plusieurs nœuds et les pods vont être déployés sur ces nœuds. Et ce node group va être encapsulé, protégé par un groupe de sécurité. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple, on veut qu'un de ces pods connecte à RDS, on va être obligé d'accepter toutes les connexions venant du même groupe de sécurité. Donc ça veut dire que l'ensemble des pods vont être capables de connecter à RDS. Certains de nos clients utilisent des concepts un peu plus complexes de Kubernetes. Donc comment ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord déployer plusieurs node groups. Ces node groups vont bien sûr avoir un groupe de sécurité spécifique. Et ensuite, ils vont utiliser les techniques qu'on appelle taint et toleration, qui forcent les pods à se déplacer vers des nœuds spécifiques. Et par la suite, ils vont seulement ouvrir RDS, donc au niveau du groupe de sécurité, à un node group, security group spécifique, comme ici le node group A. Ce qu'on a voulu faire avec la nouvelle fonctionnalité, donc les groupes de sécurité par pod, c'est simplifier. On ne veut pas que les développeurs soient conscients de toute cette complexification des taint et des toleration simplement pour augmenter la sécurité. On veut que le déploiement soit le même. Donc par exemple, dans le même cas, donc RDS, on veut être capable de déployer juste un autre groupe si on veut et de seulement ajouter le groupe de sécurité à un pod de façon transparente pour le développeur, sans qu'il y ait de modifications à faire de son côté. Et ensuite, au niveau d'RDS, on va accepter la connexion de ce groupe de sécurité. Comment est-ce que c'est implanté? En fait, c'est implémenté en 4 étapes, à 4 niveaux. Ça commence dès la création du cluster EKS, grâce à Mutating Webhook, qui lui va être responsable de gérer les limits et les requests des pods auxquels on va attacher un INI, donc une interface réseau. On a un nouveau VPC Resource Controller, qui lui est responsable en fait de la gestion de l'interface réseau qu'on va attacher directement au pod. Ensuite, au niveau du CNI, donc le Container Network Interface, c'est important de savoir que la version doit être à 1.7 en montant.
Ensuite, on va activer une nouvelle variable d'environnement. Et quand cette variable est activée et reconnue par le code du CNI, automatiquement, un nouveau label va être associé aux nœuds qui sont compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Ce qui est le cas de la vaste majorité de nos instances de type Nitro, par exemple. Enfin, on a étendu l'API de Kubernetes en créant un nouveau type qui s'appelle le Security Group Policy grâce à une Custom Resource. Et dans ce cas-ci, si le rôle égale RDS Client, automatiquement, le pod va être associé à un ou plusieurs groupes de sécurité. Et finalement, lorsque le pod va être créé, le VPC CNI va interagir avec IPAMD et l'API de Kubernetes. Si le pod contient la bonne annotation, on va d'abord avoir la création d'une nouvelle interface de type VLAN, une table de routage spécifique au VLAN. On va ajouter bien sûr une route qui va connecter le VLAN et l'interface du pod. Et enfin, on va mettre à jour IPTable pour la connectivité réseau et le Security Group va être mis en place. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va se concentrer sur une démonstration. On va utiliser exactement le même exemple qu'on a depuis le début de cette session. Donc on a une machine RDS, donc un serveur RDS protégé par un groupe de sécurité. On a déployé un cluster Amazon EKS, un seul node group avec un seul nœud. Et ce qu'on veut, c'est créer un security group pour connecter à Amazon RDS sans avoir de modification au niveau du déploiement, hormis pour évidemment les labels. La première chose qu'on va regarder, c'est au niveau de la console. Donc on va aller vérifier premièrement que RDS a été créé et qu'un groupe de sécurité existe qui protège RDS. C'est important de savoir que le groupe de sécurité du pod doit également avoir été créé préalablement. Donc ça, on va le voir dans quelques secondes. Donc à l'intérieur de notre console, au niveau de Amazon RDS, on va aller regarder nos bases de données. On voit qu'on a une base de données qui s'appelle reInvent 2020. Donc on va aller voir l'information concernant cette base de données. Et il y a deux informations vraiment importantes pour nous pour la suite de la démonstration. C'est évidemment le point de terminaison et le port, donc comment connecter et sur quel port. Mais surtout, est-ce qu'on a un groupe de sécurité qui le protège RDS? Et si oui, quel est son ID? Et on le voit, on a maintenant l'ID du groupe de sécurité attaché RDS. Donc maintenant, on a cette information-là au niveau d'RDS. On peut basculer sur la console de EC2 pour valider l'information, mais aussi pour voir le pod, ou plutôt le groupe de sécurité qu'on va associer au pod. Donc on va d'abord aller dans la partie groupe de sécurité et on va filtrer pour pod et RDS. On le voit, donc le groupe de sécurité pod a déjà été créé, mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette interface, c'est de voir que seul le groupe de sécurité pod peut connecter sur le port 5432 à RDS. Et on peut voir que c'est la seule règle entrante au niveau du groupe de sécurité. Donc là, on a validé RDS, on a validé les groupes de sécurité. On peut aller regarder en fait le code qui va être déployé au niveau de Kubernetes. On peut le voir sur la partie de gauche, donc c'est un code générique qui va aller consommer des variables d'environnement, donc ça va être le même code, ça c'est important à souligner. On va se connecter à la base de données premièrement, et si on est connecté, toutes les secondes, on va aller faire un select all sur une table en particulier. Si on a été incapable de connecter, on va tester pendant 3 secondes. Si on a un timeout, on va sortir de l'application et va être en mode erreur. Donc on va utiliser exactement la même application pour nos deux déploiements. En parlant de déploiement, on peut voir ici que, à part les names et les labels, c'est exactement le même déploiement. C'est la même image, on va consommer les mêmes variables qui vont être injectées par un secret. Donc on va aller les chercher en variable d'environnement directement. Et on le voit, il n'y a aucune information concernant la nouvelle fonctionnalité. On parle vraiment de déploiement tout à fait classique. Donc c'est complètement transparent, comme je disais tout à l'heure, pour les développeurs. Maintenant qu'on a vérifié le RDS, le code, nos deux deployment files, on va pouvoir en fait se concentrer sur Kubernetes, donc déployer notre workload. D'abord, on va bien vérifier qu'on a bien notre cluster Kubernetes présent, mais surtout qu'on a un seul nœud. On va être sûr que notre démonstration correspond à l'exemple qu'on avait au départ. Donc on peut le voir, on a un seul nœud et on roule pour l'instant la version 1.17 de Kubernetes. Durant cette démonstration, on va vraiment se concentrer sur deux namespaces. Kubesystem pour le CNI
et Default, où on va déployer nos 2 pods pour la démo. Donc on va vraiment filtrer les différents pods pour nous faciliter visuellement pour la suite de la démonstration. Donc maintenant, ce qu'on veut valider, c'est la version du CNI. Donc on va aller voir dans le AWS Node, quelle est la version des images qui ont été déployées pour faire fonctionner le CNI. Comme on peut le voir ici, 1.7.4, donc au-delà de 1.7, a été déployé. Donc on peut continuer notre démonstration. Notre prérequis au niveau du CNI, qui est la version, est déjà là. Il nous en manque un second, mais on va regarder un peu plus tard. On le disait tout à l'heure, on va aller chercher de l'information au niveau de l'information sur la base de données à l'intérieur de Kubernetes. Donc on va aller valider ça au niveau du secret. Donc on a un secret RDS avec 4 informations, DB name, host, password et user, qui vont être consommées par les 2 pods. L'information est là. Puis n'oubliez pas, on avait parlé qu'on a étendu l'API de Kubernetes via le CRD, donc vers la Custom Resource. Le Security Group Policy, pour être plus précis. Et on peut le voir en fait dans l'interface et on peut valider qu'il est vide pour l'instant. On peut le voir maintenant sur l'écran. Maintenant qu'on a terminé avec le Kube System, on peut vraiment se concentrer uniquement sur Default. Donc maintenant, on va vraiment juste filtrer Default au niveau de l'interface ici. Donc au niveau du CNI, on parlait, ça prend la version 1.7, mais ça prend aussi une variable d'environnement. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Si la variable d'environnement n'était pas déjà déployée, tous les pods gérant le CNI vont redémarrer pour que cette variable d'environnement soit de nouveau prise en compte. Quand la variable d'environnement a été activée et que le pod a été redémarré, un label est associé, comme on le disait tout à l'heure, et on va aller valider que ce label existe. On le voit, il y a de nombreux labels associés au nœud. Maintenant, on peut voir, c'est le dernier en finalité sur la longue liste qu'on a à l'écran pour l'instant. Donc, tous nos prérequis maintenant sont prêts. Première chose qu'on va regarder, qui est souvent fait au niveau de l'opération, le Security Group Policy. Dans notre cas, si on a le run qui est égal à Allo Pod, automatiquement rajoute le pod au groupe de sécurité qu'on voit à l'écran. Donc, on peut déployer ce Security Group Policy et passer à la prochaine étape. Comme on voit, ça a été instantané et on peut voir un peu d'informations directement à l'écran sur ce Security Group Policy. Maintenant qu'il a été déployé, on est prêt à déployer notre application. Donc on commence par le Allo Pod. Donc on veut vérifier que le pod est capable de connecter et faire le select. L'application roule déjà. Maintenant on est prêt à aller visualiser les logs pour voir si c'est connecté et si l'information est présente. Et comme on peut le voir, ça c'est le contenu en fait de la table sur lequel il se connecte. On voit le RDS Access Granted. Donc on a vu que non seulement on est capable de connecter à la base de données, mais on est aussi capable de s'authentifier bien sûr. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, on a toujours les mêmes credentials dans le deny. La seule différence, c'est le label qui ne correspond pas au Security Group Policy. Donc, on s'attend à que le pod ne soit pas capable même d'initialiser la connexion. Donc là, on vient de le démarrer. Intéressant de voir qu'il est déjà en mode restart. C'est un bon indicatif que l'application est déjà en mode erreur. Mais on va aller quand même valider au niveau des logs. Comme on peut le voir, on a un timeout. Ce que ça nous donne comme information, c'est qu'on n'a même pas pu connecter à la base de données. Donc, on n'a jamais réussi à essayer de se connecter à la barre de données. On a été bloqué directement au niveau réseautique. Donc, on a vraiment réussi à valider que le même code, mais avec des labels différents, un a connecté à RDS et l'autre était impossible de connecter à RDS. On va refaire une dernière vérification. On va aller juste voir si nos 2 applications roulent sur le même nœud. Donc, on peut voir facilement les pods rouler, un qui est en crash loop, le deny, et l'autre qui fonctionne, donc il continue à faire son select actuellement. Maintenant, est-ce qu'on est capable de voir cette information-là, mais à l'intérieur de notre console AWS? Donc, est-ce qu'on est capable de voir le INI? En fait, oui. Et comment est-ce qu'on va aller chercher ce INI-là? On va d'abord regarder les annotations du Allo Pod. Et on voit qu'une des annotations, c'est le INI ID. Donc, on va simplement le prendre, rebasculer vers notre console AWS. On va aller directement dans l'interface réseau. On va maintenant filtrer par l'INI. Et non seulement on voit que cet INI a été créé,
mais qu'un security group a été attaché directement au ENI. Donc on a été capable de voir qu'au-delà du cluster, l'interaction s'est faite au niveau de la plateforme, on a créé cet ENI et qu'on a ajouté le security group. Donc, par cette démonstration, qu'est-ce qu'on a pu voir? On peut voir que ça simplifie la microsegmentation. Non seulement on reprend un concept connu au niveau de la plateforme, et on reste transparent par rapport aux développeurs. En plus, on améliore la visibilité. Il ne faut pas oublier qu'on utilise des security groups qui sont déjà intégrés à d'autres niveaux au niveau de la plateforme. Par exemple avec AWS Config ou Firewall Manager. Donc on va être capable de non seulement gérer notre gouvernance et le déploiement à l'échelle, donc at scale, de cette fonctionnalité. Ça termine cette démonstration de cette nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite un excellent reInvent. Merci encore.